Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière de Sport Express, édition 2020-2021. Et on peut voir les ballons à l'écran, la fanfare, les trompettes. Nous serons de retour, François. Oui, Alex. En septembre. Voilà, merci beaucoup, Richard, de cette conférence. Merci à toute l'équipe. François, c'est une émission extraordinaire. On finit ça en beauté. Je suis zen aujourd'hui. Je veux juste, en ouverture... Vas-tu l'être pendant l'entrevue? Non, bien, c'est ça. Je veux remercier, François, les gens, parce qu'on est rendu à 80 quelques cas, et je sais que le réseau de la santé commence tranquillement à se désengorger. J'entends parler que des médecins, des infirmières peuvent commencer tranquillement à prendre quelques jours de congé. Enfin. Préposés aux bénéficiaires de la région, merci énormément pour ce que vous avez fait pour nous, la population en général, dans les 18 derniers mois. Ce sera une période estivale bien méritée pour vous autres. On veut vous lever notre chapeau, François. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des dépressions. Il y a eu plein de choses qui ont entouré tout ça. On veut vous remercier d'avoir été là pour, Fait changement de tes montées de lait. Pour la population. Oui, mais quand même, c'est important, il faut le dire, François. Belle émission cette semaine. Quintuple médaillé paralympique, notre nageuse étoile Aurélie Rivard qui est avec nous pour un show complet. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion dans l'air, Alex. Il va y avoir d'émotion et quelques montées de lait, mais on est tellement derrière Aurélie et les athlètes on est content de l'avoir avec de nous la aussi. région. Pour une dernière fois cette saison, oui. Bienvenue à Sport Express. François, je suis tellement content. D'abord, je suis triste parce que c'est la dernière de Sport Express. Les gens le savent. De la saison. De la saison, exactement. Par contre, je suis heureux parce que notre prochaine invitée, on l'a depuis des lunes. Oui. Avec nous, on l'a connue tout petite. Jeune femme, maintenant, c'est une femme qui se prépare pour les Paralympiques qui vont avoir lieu du côté... C'est au Japon, cet été. Et je vais essayer de me contrôler, François. Je vais essayer de ne pas trop faire de montée de lait. Je vais lui laisser la parole parce que les gens le savent, s'il y a une chose que nous, on a détesté de la pandémie, c'est la place qu'on a fait aux jeunes, aux sportifs, aux athlètes de haut niveau. Sport amateur, surtout. Sport amateur également. Et Aurélie, ben, elle s'entraîne, toujours en fonction des Jeux paralympiques qui vont avoir lieu cet été, mais ne sachant toujours pas s'ils vont avoir lieu. Donc, on va aller la retrouver dans ses quartiers, dans sa voiture, au centre d'entraînement à Québec. Salut, Aurélie! Salut! Salut! Hey, d'abord, je te l'ai dit hors d'onde, mais ton Audi, il est extraordinaire de Speedo, alors on va les saluer, mais c'est Speedo USC, alors on ne peut pas l'avoir ici. Non. Je l'ai dit tantôt, Aurélie, c'est sûr que ça n'a pas été un an et demi, 2 ans facile pour les athlètes de haut niveau. Je veux que tu me parles, parce qu'on commence à se connaître et hors d'onde, on se dit hey, « toi, là, t'as pas l'air affilé 100 » Comment tu gères ça en ce moment, Aurélie? Comment ça va? C'est ça. La première question, c'est comment ça va? Ben, honnêtement, je ne sais même pas par où partir. Il y a plusieurs points, on dirait, à ta question. Mais ce fut une longue année, on ne se le cachera pas. Ça a été très compliqué, ça l'est encore. Puis, on a effleuré le sujet. On était la dernière priorité dans la société. Là, je veux dire, on n'a pas vraiment pensé aux athlètes, ce qui est normal. Je veux dire, oui, on se souciait des personnes plus vulnérables, mais ça a été une année effrayante pour les athlètes amateurs. On n'a pas eu le même traitement que les athlètes professionnels. On a été vraiment laissés à nous-mêmes. Puis, on le sait que s'entraîner pour des Jeux olympiques ou paralympiques, c'est très demandant. On appelle ça un peu l'année en prison parce que c'est juste ça qu'on fait. C'est la priorité. Puis en plus de tout ça, ben ajoute une notion d'insécurité, une notion d'incertitude. Puis en sachant que tu n'as pas vraiment de support et à chaque jour, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas compétitionné. On a enlevé tout ce qui était positif, tout ce qui était le fun dans une année olympique. On nous l'a enlevé complètement. Donc,
commence à être fatiguée, là, mais on dirait qu'on voit le bout du chemin, là, on part techniquement dans 5 semaines. Puis j'ai bien hâte là, qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe. Là. Aurélie, on s'est parlé la dernière fois à l'émission à la fin 2019. Déjà? Ça va tellement vite. Wow. Puis, mais je me rappelle, Aurélie et moi, on s'est parlé par Messenger, puis on se disait, ben, je t'inviterais peut-être à l'émission, mais la manière qu'elle me disait, c'est, ben, j'ai pas grand-chose à dire présentement avec la pandémie, puis il se passait pas grand-chose. Tu as parlé justement, tu sais, c'est extrêmement difficile pour les athlètes amateurs. Comment on fait pour la garder, cette motivation-là, Aurélie, en période de pandémie comme ça, quand on ne sait pas justement où sera et quand sera le bout du tunnel? Hey, tu me dis ça, puis je me demande comment moi je vais trouver toute l'année. Parce que j'ai de la misère à croire que j'ai passé à travers, honnêtement. C'était vraiment tough. Mais moi, le premier truc que j'ai fait, quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autre chemin, là, qu'on allait passer à peu près 15 mois à s'entraîner avec rien d'autre. Puis ici, au Québec, à tout moment, on pouvait se faire retirer le privilège de s'entraîner dans pas mal tous les sports, surtout en natation. Les piscines fermées, ouvraient, on n'avait aucune dérogation. Fait que, en septembre, quand je suis rentrée dans l'eau, puis je me dis, bon, il reste un gros 12 mois, à chaque fois que je me présentais à la piscine, dans ma tête, c'était la dernière fois. T'sais, le lendemain, on n'aurait plus accès vraiment. Donc ça, de un peu y aller jour le jour, c'est cliché, mais ça a beaucoup aidé de ne pas penser comme une grosse montagne. Si j'avais parti l'année en me disant hey, il me reste 12 mois à me lever à 5 heures dans le fret, ça aurait été beaucoup plus difficile. Fait que vraiment de nager puis de m'entraîner comme si c'était mon dernier entraînement. Fait que, on se donnait beaucoup plus et mentalement, c'était beaucoup plus facile. En plus, ben, on était 3-4 là-dedans ici, là, à Québec. Donc, on se trouvait des petites affaires à travailler que, généralement, j'aurais jamais mis autant de temps dessus sur des détails ridicules ou qui ont l'air ridicules, mais des trucs que j'ai pu passer plus de temps que normalement, j'aurais peut-être pas fait. Donc, ça, on a eu comme l'idée de dire, bon, ben moi, je vais essayer de boire tant de litres d'eau, mettons, par jour. C'est un défi, tu sais, puis tu le vois au bout de la semaine. Donc, au bout de la semaine, au lieu d'une compétition, mais tu vois, tu as fait ton défi. Donc, c'était vraiment de couper, là, puis de se donner des défis quotidiens, voire hebdomadaires, pour essayer de rester motivé, là, puis d'avoir tout le temps quelque chose à penser. Aurélie, ma prochaine question, c'est un peu une sous-question. Elle est plate, mais je vais te la poser quand même parce que, tu sais, je veux vraiment donner l'image aussi aux gens qui écoutent l'émission, qui regardent l'émission. Souvent, on va se dire, tu sais, les athlètes, il n'y a rien à leur épreuve, hein, les athlètes. Ouais. Tu sais, les athlètes, vous êtes des gens comme Alex, comme moi, comme les gens qui regardent l'émission. Ma question est simple, mais as-tu craqué? Tu sais, es-tu arrivé un matin que tu as dit, là, écoute, je suis parti à pleurer, puis ça marche pas, là, tu sais, quand on voit du noir, on ne sait pas où on s'en va. Nous, on en connaît des collègues de travail qui l'ont fait, qui ont perdu leur emploi. Vous autres, en tant qu'athlètes, des fois, peut-être qu'on ne veut pas le montrer, mais t'as-tu craqué, Aurélie? Oui, mais je te dirais, ça avait peut-être 2 fois là, vraiment intense, peut-être une 3e, où en sortant de la piscine, j'ai embarqué dans mon char, puis j'embarque sur la 40 pour aller à mon appart ici, mais ça me tentait de continuer puis de finir à Montréal, dans les chez nous. Puis, tu sais, que je me suis vraiment demandé pourquoi je me fais ça, tu sais, ça sert à quoi, à quel point je la veux, cette médaille-là, tu sais, est-ce que ça vaut tout là, au détriment de ma santé mentale, ma santé physique et tout, parce que c'était vraiment tough. Puis encore pire, ça, j'imagine que c'est un enjeu pour tout le monde, mais moi, les réseaux sociaux, ça l'a pas aidé parce que je voyais tous les rivales, tous les autres nageurs autour du monde qui, d'ailleurs, vivaient comme si la pandémie n'existait pas. Là. Les autres fédérations qui ont fait des pieds et des mains pour supporter leurs athlètes, pour les faire voyager, pour les couper les quarantaines, pour avoir un vaccin le plus tôt possible, qui allaient s'entraîner même en Floride, qui allaient s'entraîner en Nouvelle-Zélande, alors que nous, on se faisait dire que c'était absolument impossible. Donc, oui, ça, c'était tough, là. Puis de les voir compétitionner alors que moi, je suis pognée. Je peux même pas faire un dive avec une autre personne en même temps. C'est illégal, là, c'est trop dangereux. Fait que, un dive, je veux dire un plongeon, là, un départ. Fait que,
oui, tu sais, je veux dire, il y a eu des mois de janvier et février pénibles. Mais j'aime quand même penser qu'au bout de la ligne, ça va nous apporter quelque chose de positif. T'sais. Moi, je pense On que peut votre pas génération... avoir travaillé autant fort. Là. On peut pas avoir passé à travers tout ça, puis qu'au bout de la ligne, on n'a rien retenu de ça. Là. Moi, je pense que votre génération va être hyper résiliente. Honnêtement, là, je pense que vous allez être capable de traverser des difficultés que peut-être des gens de notre génération à nous avaient de la difficulté à le faire. Mais tu as tellement raison. Je suis content que tu arrives là parce que c'est vrai que, tu sais, ici, le problème au Québec, on va se le dire, là, la pandémie a frappé dans les CHSLD, ce qui fait que beaucoup de personnes âgées, vulnérables, en sont décédées. Et ça, c'est hyper triste. Puis comprenez-moi bien, puis je le dis, là, moi, j'ai 43. Souvent, les parents de mon âge ont 65, 67. Moi, mon père va avoir 79. Cancer du poumon, cancer de la gorge. S'il y en a un qu'il ne fallait pas qu'il l'aille, c'est lui, Dieu merci, double vacciné, puis la vie est belle aujourd'hui. Mais je trouve tellement que les gens, les jeunes, ont été laissés pour compte pendant que les autres continuaient. En Europe, là, ça a frappé solide, mais tabarouette, les athlètes de haut niveau pouvaient quand même aller à l'aréna, aller à la piscine, aller pratiquer leur judo, pratiquer leurs affaires, puis de rester dans leur sport et de pouvoir continuer à faire, entre parenthèses, leur vie. Je le sais qu'il fallait fallait couper à certains endroits, c'est pas ça que je dis. Mais voir qu'on pouvait pas, Aurélie et François, aller à la piscine, travailler, s'entraîner dans un environnement... Hein? Ouais, c'est ça, moi, que je trouve. C'est injuste. Si au moins, c'était absolument impossible d'essayer d'être sécuritaire, j'aurais peut-être compris, mais c'était pas le cas. Tu sais, il y a plusieurs points dans ce que tu as dit, mais moi, je me rappelle en France, quand il y avait à peu près 75 000 cas par jour, là, bien, ils ont eu leurs championnats nationaux. Est-ce que c'est mieux? Peut-être pas. Mais ils ont quand même eu. Donc, il y a peut-être un entre-deux, tu sais, qu'on aurait pu trouver. Puis, c'est vrai qu'on a complètement été laissés pour compte. On a sacrifié, si on se parle juste au niveau du sport, là, on a sacrifié une génération complète. Vraiment, j'en ai vu des nageurs arrêter complètement, se décourager, parce qu'il n'y a rien qui était logique. On était tout le temps capable de trouver une solution, mais on n'avait pas le support qui venait avec. Je veux dire, on allait au bout de nos moyens, là, mais on n'avait pas, on n'a pas senti qu'on a été supportés. Puis, je pense que ça va avoir des conséquences dans les années futures. Là, les prochains Olympiens, il y en aura peut-être pas autant dans les prochaines années. Mais je trouve ça triste, je trouve ça plate. Puis, c'est ça, c'est quand tu es assis puis tu vois que ça se fait dans le monde en ce moment. Puis, il y a des places qui ont été beaucoup plus touchées que nous. Mais c'est ça. En ce moment, là, moi, ce qui me fait capoter, on est le seul pays, l'équipe paralympique de la natation canadienne, sont la seule équipe en ce moment qui n'ont pas été capables de se qualifier pour les Jeux. Le monde entier ont eu des compétitions, sauf nous autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait de différent ou de pas correct pour pas être capable d'avoir 15 personnes sur une piscine, tu sais? Je suis tellement d'accord. On va aller à la pause, Aurélie, puis moi, je vais prendre le mot de la fin pour celle-là. Mais les jeunes, quand vous voulez avoir une belle image de quelqu'un quand tu es au top et tu veux le rester, là, Aurélie Rivard, là, elle est tout jeune, elle a déjà tout gagné. Ouais. Aurélie Rivard, il y a des commanditaires qui l'aident, Dieu merci. Aurélie Rivard là, pourrait s'en aller chez eux, elle l'a dit tantôt, elle pourrait continuer sa 40, couper sa 20 puis s'en aller ici dans la région, à Montréal. Prendre une petite gorgée de Gatorade. Prendre une gorgée de Gatorade. Tu peux sortir, je pense que tu as soif, Aurélie, là. Mais tu peux prendre une gorgée de Gatorade. Je vais sortir ma visa, puis on va mettre le dîner là-dessus. On va sortir ma visa ici, là. Voilà, OK? Puis c'est un commanditaire aussi? Oui, exactement, c'est un commanditaire. Puis elle pourrait s'en aller, puis arrêter tout ça là, puis dire, ça marche pas, mais manger de la M. Non. Elle s'en fait pour elle s'en fait pour ses coéquipières, pour la génération future. Quel exemple? Un exemple extraordinaire. On s'arrête et au retour, on poursuit avec je suis tout dans mes gars. Aurélie. Mais non, je sais que c'est Aurélie, mais écoute, il faut que je me calme. Aurélie Rivard au retour. Gatorade. Des électrolytes pour aider à remplacer ce que tu perds quand tu transpires. Des glucides pour aider à réalimenter tes muscles actifs. Et des fluides pour aider ton hydratation. Réhydrater, remplacer, réalimenter. Conçu scientifiquement pour que tu donnes à fond. Gatorade.
Nous sommes de retour à Sport Express et une dernière affaire. Après ça, parce qu'il y a des Jeux Après ça, on va y aller dans quelque chose de bien, Ouais, de positif. exactement, là. mais je suis tellement sur le bord d'Aurélie et de tous nos athlètes. C'est que tu sais qu'ils ont vécu 1 an et demi difficile, et je nommerai pas de nom, mais ils n'ont pas eu l'aide qu'on voulait qu'ils aient. Mais c'est pas les seuls, by the way. Il y a plein de monde dans la société qui ont été oubliés, là. Je veux juste qu'on le comprenne. Par contre, si moi je fais quelque chose de bien, il n'y a pas un politicien qui va me taper dans le dos. Mais le problème là-dedans, là, c'est qu'Aurélie, là, mais qu'elle remporte sa médaille d'or cet été, là. Mais il y a des politiciens qui vont la féliciter, puis qui vont être fiers d'elle, puis qui vont dire « c'est fou, qu'est-ce que tu as fait ». Puis Quel exemple pour le Quel pays. exemple! Mais vous étiez où pendant cette année-là? C'est tout, je n'ai pas nommé de nom, Parfait. François. Non, c'est correct. Aurélie, tu t'entraînes quand même, tu es à Québec, on va être positif, il va en avoir des Jeux paralympiques. Moi, là, c'est quoi la suite des choses? Je sais que tu es vacciné, tu risques d'arriver Ça ressemble là-bas à quoi, présentement, là? double vacciné. C'est quoi la vie d'une jeune Olympienne en ce moment, à quelques semaines des Jeux olympiques? Ben, en ce moment, là, je dirais que c'est la vie la plus normale là, qu'on a connue dans la dernière année et demie. J'ai ma deuxième dose jeudi le 24. Je peux m'entraîner avec 7 coéquipiers au lieu de 1. Wow. Donc, on a une petite improvisation. Pas improvisation, amélioration. Oh, j'aime ça! Puis, c'est ça, là, on se prépare. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est préparer le départ pour le Japon. Ça, c'est tout un défi et c'est sûr qu'il y a des effets sur nous, mais c'est un peu inévitable. Essayer d'amener une équipe complète dans un pays qui est encore en mesure d'urgence. Ça, c'est un défi. Donc, en ce moment, en date d'aujourd'hui, on ne pourra pas se pointer au Japon avant le début des Jeux. Donc, ça, c'est le défi sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Je vais avoir à peu près 4 jours pour m'adapter à un jet lag de 13 heures et à un vol de 13 heures avant la première course. Donc, c'est ça en ce moment là, qu'on focus, mais il reste 5 semaines à la maison. Donc, c'est ça. Tu parlais de jet lag. Est-ce que, je sais que c'est pas tout le temps évident d'essayer de dormir le jour puis de vivre la nuit, mais est-ce que tu peux commencer à le faire ici, justement, vu que tu ne pourras pas le faire là-bas? C'est ça qu'on essaie. On essaie de avoir un plan pour, comme graduellement essayer de switcher. Ce qui est compliqué, c'est la logistique. Oui, autant je peux me coucher à 6 heures le soir, mais mon entraînement ne change pas d'heure, par exemple. Fait que, là, c'est de voir où la ligne entre me fatiguer complètement et pas être capable de m'entraîner, puis être adapté à un décalage horaire futur. Mais tu sais, on est vraiment dans l'essai-erreur. Même les fédérations sportives ils marchent sur des œufs. Donc, j'ai hâte de voir. Honnêtement, la chance qu'on a des Paralympiques, c'est qu'on est après. Donc, on peut voir là, toutes les erreurs ou les bons coups que les Olympiques vont faire. Puis après ça, apprendre de ça et voir comment nous, on peut arriver mieux préparés. Aurélie, on le sait, tu es native de Saint-Jean-sur-Richelieu, tes parents sont ici, tu habites à Montréal et là, tu es à Québec. Pourquoi à Québec? Est-ce que l'équipe canadienne, le centre d'entraînement est à Québec? Est-ce que toi, les installations sont meilleures là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu es rendu dans la vieille capitale? La réponse courte, c'est vraiment une question d'entraînement. Je trouvais qu'à Montréal, autant que j'étais dans le meilleur des mondes là, à l'INS, au Centre national de natation, autant que j'étais tout seul là-bas. Je m'entraînais tout seul. J'avais mon propre programme d'entraînement. Puis je trouvais qu'il manquait quelque chose au niveau de mon entraînement. Je pense que si j'étais restée à Montréal, j'aurais pu arriver à Tokyo et bien nager. Mais pour Tokyo, j'avais des attentes quand même plus hautes. J'en ai encore d'ailleurs. Puis je voulais pas arriver à Tokyo puis me dire il me manquait un petit peu de ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc j'ai été un peu pour le all-in là. Ouais. Puis j'ai tout changé, j'ai remplacé l'équipe qui travaille avec moi. Je m'entraîne avec des gars plus vite. Donc ça a été, tu sais, c'est ça, la pandémie a été vraiment un mauvais moment là, parce que je l'ai vécu un peu toute seule ici dans une nouvelle vie quasiment là. Mais tu sais, c'est ça, je pensais d'être quasiment la reine de la natation à Montréal à une fille qui est plus lente que tout le monde parce que je m'entraîne avec des gars qui n'ont pas d'handicap. Mais, puis je suis très orgueilleuse, là, je veux pas être le boulet dans une piscine. Mais je trouve que ça l'a amené la petite motivation, peut-être le petit kick qui manquait pour vraiment que je me sente prête. Puis je connaissais bien le coach ici, je savais qu'il
on avait un peu la même vision des choses là, par rapport à ça. Écoute, on apprend à connaître la natation. On a appris à te connaître également là, depuis longtemps. Je l'ai dit avant d'arriver à la pause, tu as quand même bien performé au niveau de plein de championnats, des Jeux paralympiques également. Quintuple médaillé, Alex. Oui. Qu'est-ce que cette expérience-là que tu as connue tout jeune? Tu sais, des fois, on dit les athlètes, des fois, sont mis à une pression à un bas âge et tout ça. Toi, j'imagine, avec ce qu'on a vécu, tu es contente d'avoir passé par là parce que tu ne sais pas trop dans quel environnement arriver au Japon, mais par contre, tu as déjà vécu les Paralympiques, donc tu vas être capable peut-être de mieux t'adapter que d'autres qui vont être à leur premier. Là. Bien, oui, c'est sûr que l'expérience de jouer, je sais exactement dans quoi je m'embarque, ou presque, là, parce que mon expérience ne m'a pas tant servi pour une pandémie parce que la notion d'incertitude, je ne l'avais jamais vraiment vécue. Mais je me dis que je suis vraiment chanceuse en ce moment parce que Tokyo ne sont pas mes premiers jeux, ne sont probablement pas mes derniers, et ni les jeux où j'ai comme tout approuvé, comme Rio, mettons, là, où j'arrivais pour gagner pour la première fois. C'est comme des jeux un peu par rapport dans le milieu. Fait que je me compte chanceuse parce qu'il y a juste moi. C'est pas, si ça avait été Rio, ça aurait été très dramatique parce que là, je m'étais mis énormément de pression. J'en avais parlé, je pense, en 2016. Ça a été une année pénible parce que je voulais absolument gagner. Puis je l'avais jamais fait avant, donc j'avais tout à perdre. Là, c'est fait. Moi, j'ai d'autres objectifs qui sont beaucoup plus pour moi. Et, tu sais, je sais un peu où m'enligner là-dedans et la pandémie n'a fait pas tant ça. Donc, je compatis vraiment avec mes coéquipiers, mes coéquipières, que c'est leur première expérience, leur dernière expérience, leur expérience où, justement, là, leur Rio à eux, là, ça c'est pire en ce moment. Mais oui, c'est sûr, là, je vais au bout de la ligne, ça va être une compétition. Je vais être capable de plonger, je vais être capable de la faire. Va juste falloir vraiment être capable de s'adapter à tout changement alentour parce que je pense que l'expérience va être très différente au bout de la ligne, quand même. Souvent, tu sais, il y a un envers du décor. Hein? Souvent, nous, quand on voit de grandes performances, tu sais, en ce moment, Carey Price, hein, c'est la nouvelle, écoute, c'est la coqueluche de tout le monde. On le voit à la télévision, à Vegas, à Montréal, mais on oublie souvent, tu sais, les 20 dernières années, son père, lui, il vient de... Écoute, je peux même pas te dire, National Geographic, c'est pas d'où vient Carey Price. Son père avait un hydravion, il faisait 1 heure de vol par jour pour aller à sa pratique. Tu sais, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Même chose, nous, on va s'installer à CBC, on va regarder la finale du 100 mètres, on va voir Aurélie Rivard bien performé, mais on oublie l'envers du décor, les heures et les heures et les heures. Tu sais, Tom Brady se lève à 5 heures du matin. Même chose pour LeBron James. Ils sont pas obligés, ils sont multimillionnaires, même proches d'être milliardaires, mais ils le font encore, sont au sommet. Il va arriver un peu de jet set. L'année passée, elle a sorti un film avec Catherine Savard, entre autres. Il y a un autre film, j'ai vu ça hier passer à TVA, là. Il y a une bande-annonce qui se passe aussi dans la piscine. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce que est-ce que c'est près de la réalité? Est-ce que c'est là que vous allez dire, regarde, vous nous voyez à la télé, là, dans l'eau, mais voici l'envers du décor, voici. Écoute, ça a l'air énormément de pression. Moi, juste la bande-annonce, j'ai fait, wow, j'ai pensé à toi. J'ai dit, attends une minute, là. Aurélie Rivard vit vraiment ça? Ben le film, je sais pas vraiment, ça parle de quoi, mais oui, tu sais, je veux dire, peut-être, là, faudrait que je le voie. Là. On est beaucoup plus proche de la réalité qu'Ava Mark Party, mettons. Oui, non, ça, c'était ailleurs. Mais le film avec Catherine Savard, entre autres, je sais que c'est elle qui faisait ses propres coulisses. C'était dans les coulisses, là. Oui. Mais pas tout. Okay. Je partageais certaines choses, honnêtement. Tu sais, quand tu te fais attaquer par les médias à la fin d'une course, il y a des trucs que j'ai reconnus. Quand tu n'es pas là dans ta tête, les médailles, surtout l'incompréhension pour le public, que la médaille, c'est pas tout. Tu sais, moi, je me faisais regarder là, de travers, même des fois chicanée par des gens, parce que je disais que je n'étais pas contente d'une médaille d'or, de la course qui venait avec une médaille d'or. Mais moi, la médaille, parce que pour les athlètes, c'est pas ça, là, c'est pas la médaille qui compte, c'est toi, c'est ta performance que tu as donnée. Tu le sais, justement, il y a juste toi qui sais par où tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as travaillé assez, pas assez, trop. Et le résultat, je dirais, est un peu... c'est là où est-ce que tu vas voir vraiment tout ce que tu as accompli. Puis, quand même que tu gagnes une médaille, ça ne reflète pas l'athlète que tu es. Ça se peut que ton adversaire à côté,
s'est cassé le pied la veille, puis elle n'a pas été capable de performer. Ça se peut aussi que toi, je veux dire, tu étais vraiment là, dans off, puis tu n'as pas été capable de bien nager. Fait que, je trouve pas que ça reflète vraiment tout ce qu'on met, la passion qui est dans le sport, c'est au-delà de la médaille, au-delà du résultat, c'est vraiment tout ce qui vient avant, comme tu disais. Fait que oui, on peut pas le voir dans le film, mais je trouve que ça aurait pu aller plus loin. Je trouve que ça aurait pleuré un peu la vie de village, ça aurait pu pleurer un petit peu l'après-carrière. Mais je trouve qu'on aurait dû peut-être passer plus de temps sur un de ces aspects-là parce que c'est tellement plus que ça. Peut-être qu'un jour, on va avoir un film sur Aurélie. Ben pourquoi pas? Hein? Je pense que ce serait mérité. Une entrevue à cœur ouvert, comme on les aime. Aurélie, que le meilleur pour les prochaines semaines. On va te suivre avec attention cet été. Et puis, garde, je le répète, là, mais que le meilleur. Merci pour cette résilience des derniers mois. Merci pour l'image que tu projettes pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Ouais. Quel modèle pour Saint-Jean-sur-Richelieu et région de Québec et de Canada. Et merci, c'est gentil. On est derrière toi. J'ai hâte de vous voir en vrai. Là. Ben oui, en présentiel. Oui, à l'automne, quand tu seras de retour de ce périple, tu pourras nous parler de l'envers du décor également, de jeux hors de l'ordinaire. Absolument. Je vais pouvoir vous dire tout ce qui va avoir changé ou pas. Un bon entraînement, Aurélie, puis bonne chance pour la suite. On est avec toi. Au plaisir. Merci, bye-bye. Bye-bye. On s'arrête et au retour, j'imagine qu'il y avait... J'ai-tu le droit de dire que je m'en fous éperdument? On va en parler pareil. Il y avait du NASCAR? Du NASCAR. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, au grand plaisir de notre ami Sébastien Godette de Deck Hockey au Richelieu. Il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR en fin de semaine et pour une dernière fois. Bruno l'a très bien chanté, cette chanson Avant de Jerry de Boulin. m'en aller, j'aimerais connaître encore. Et voilà. Qui est Kyle Larson? Exact. Il y avait une course en fin de semaine dernière. Il y avait aussi Ross Chastain. Ben ouais, je vais te laisser toute seule. Donc, Kyle Larson qui a terminé tout ça en beauté. Ross Chastain a terminé deuxième. William Byron, troisième. Amick Almirola, quatrième. Et Arik Almirola, quatrième. Et cinquième, Kevin Harvick. Le deuxième, le Ross Chastain, ça fait film, acteur porno des années 70, cheap. Tu tombes avec Ron Jeremy, toi. Ah aussi, mais là, ça, c'est une autre histoire. Lui, ça va pas très bien pour lui. Merci, François. Merci, Alex. Bon été, tout le monde. Merci à toute l'équipe de Sport Express, la télévision du Richelieu. Soyez prudents cet été. On se revoit en septembre. Salut. Bye-bye.